Bonjour, ce sera une introduction à Godot, encore une, avec une autre approche. Cette fois-ci, on va faire un projet dans lequel il y aura pas mal de code, mais le projet sera très très simple. Et je recommence du début, ainsi c'est plus simple. Le projet s'appellera Click the Dot. Donc je clique the dot et ici on voit un dossier dans lequel ça va être créé. Donc on clique Create Folder, le dossier est créé et on n'a plus qu'à faire Create and Edit. Comme je vais publier sur le web, je sélectionne OpenGL ES 2.0. Donc ça c'est pour le web, le reste c'est pour le desktop. Donc quand on ouvre, on a cette vue, c'est la vue 3D, on va passer en mode 2D. Et notre jeu sera simplement, là je zoome dans la vue pour la mettre à 100%. Le but du jeu sera de cliquer des ronds qui apparaissent. Et donc, on va d'abord créer la scène du rond. Donc, il faut savoir qu'en Godot, on crée des scènes qu'on va incorporer dans d'autres scènes. Donc, une scène est composée de plusieurs scènes. Donc, ici, on aura une scène principale. Et puis, à cette scène principale, on ajoutera des scènes qui seront notre rond ou notre dot et qu'on devra cliquer. Donc, je vais d'abord commencer par simplement créer le rond lui-même. Et pour ça, on va ajouter un autre nœud. Et comme on veut quelque chose qui soit cliquable, on va utiliser un nœud de type Area2D. Alors, il faut savoir que quand on regarde cette arborescence, en fait, c'est le type de nœud. Donc, on a un Area2D qui est aussi de type Collision Object 2D. Et alors, c'est gris parce qu'on ne peut pas créer ce type de nœud-là. Et qui est aussi un node 2D et qui est aussi un canvas item et qui est aussi un node. Donc ça nous donne la hiérarchie de type de nœud que c'est. Donc c'est cumulatif, ça veut dire que chaque nœud a toutes les propriétés qu'ont les nœuds de type parent. Donc un array 2D a toutes les propriétés d'un collision object 2D, d'un node 2D, d'un canvas item. Et donc ça veut dire que dans un canvas item, par exemple, on a la possibilité de dessiner. Et comme un area 2D est aussi un canvas item, on va pouvoir dessiner dans le area 2D. Donc là, j'ai double-cliqué pour créer le nœud. Et voilà, donc là, j'ai créé mon nœud. La deuxième chose qu'on va faire, c'est déjà ajouter un script pour dessiner le cercle lui-même. Alors, je vais cliquer sur le petit parchemin. Donc, j'ai mon nœud sélectionné. Je clique sur le parchemin et j'ai ça qui s'ouvre. Pour faire simple, je vais créer un multi-script, c'est-à-dire c'est un script qui sera sauvegardé dans le nœud lui-même, en fait dans la scène. Donc il n'y aura pas de fichier externe. Et voilà, tout ce qui est là est bien. Donc je vais programmer en GDScript, c'est le langage de Godot. Ça hérite de Area2D, c'est bien. Ça peut hériter d'un autre nœud. Donc, si je clique, je peux choisir un autre type de nœud. Mais par défaut, Godot met le type de nœud qui a été créé. Donc ici, c'est un area 2D. Je veux pas de commentaires ou quoi que ce soit. Je veux un code qui soit vide. Et c'est tout. Donc maintenant, je peux faire create. Et là, j'ai l'éditeur de code qui s'ouvre. Et tout ce qu'on a, c'est extend area 2D. Donc ça veut dire que le script peut être attaché à des nœuds qui sont au minimum en area 2D. Ok, donc comme je dis, la première chose qu'on va faire, c'est dessiner. Alors pour ça, il y a la fonction built-in dans Godot, donc, qui existe déjà, comme draw. Et cette méthode, en fait, si on la crée, Godot sait que lorsqu'il doit dessiner le nœud, il doit appeler cette méthode-là. Alors, dedans, on va faire un draw circle, donc pour dessiner un cercle. Et là, on voit l'aide de Godot, l'aide en ligne, qui nous dit qu'on a besoin d'une position qui est un vecteur, donc c'est-à-dire quelque chose avec XY, un rayon qui est un float, donc c'est un réel, et une couleur. Pour l'instant, on va mettre des valeurs directement. Donc, pour créer un vecteur, on met simplement vecteur, et puis tout 2 ou 3. Ici, on a mis 2 parce que
on est en deux dimensions, donc c'est x et y. Je vais mettre 0, 0 parce que je veux que le rond soit centré. Le radius, pour l'instant, on va mettre 60. Et la couleur, là, on doit donner une couleur. Donc, on peut utiliser color dot et choisir une des couleurs. Bah, pour l'instant, faisons red. Donc, ça veut dire rouge. Pardon, là, j'ai été un peu trop vite. Alors, pour sauver la scène, on peut faire CTRL S et on a ce dialogue-là. Mais avant de sauver la scène, c'est bien de renommer le nœud. Donc, là, le nœud s'appelle Area 2D. Donc, par défaut, Godot donne au nœud le nom du type de nœud que c'est. Donc, comme on a créé un Area 2D, automatiquement, Godot a nommé le nœud Area 2D. Donc, on va renommer le nœud en circle, parce que c'est un circle. Voilà. Et donc, j'ai renommé le nœud, mais c'est toujours un Area 2D. Et on voit ça d'ailleurs à l'icône qui reste la même. Si on regarde, par exemple, si on fait Change Type, c'est-à-dire changer le type de nœud, ça ouvre le dialogue avec tous les choix et on peut voir que les différents types de nœuds ont des icônes différentes. Là, je vais annuler parce que je ne veux pas changer, c'était juste pour montrer. Maintenant, si je fais CTRL S, le nom tout en bas a changé en circle parce que Godot prend par défaut le nom du nœud racine, donc c'est-à-dire le nœud qui va contenir tous les nœuds. Donc ici, je vais juste faire entrée pour sauvegarder. Et on a sauvegardé la scène. Alors en bas à gauche, on peut voir qu'il y a un circle.tscn. Et donc T c'est pour texte et SCN c'est une scène. Parce que tout ce qui est dans Godot en format T quelque chose, on peut l'éditer avec un éditeur de texte, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est bon à savoir. Alors, on va ajouter la forme, une forme de collision qui va nous permettre d'interagir avec la souris et tout ça. Donc de gérer des événements, pas que des collisions. Donc pour ça, je vais cliquer droit et ajouter un nœud enfant. Et là-dedans, on doit aller chercher des formes de collision. Alors on peut cliquer comme ça, jusqu'à quand on trouve ce qu'on a envie. Là, on cherche ça, collision shape. Ou on peut taper ici directement collision. Et s'il y a un type de nœud qui a le même nom, donc ici par exemple collision polygon 2D, ça contient collision, donc il va apparaître. Et donc là, comme c'est un cercle, on va prendre un collision shape. Et là, on n'a toujours rien parce qu'il faut changer les propriétés de notre shape. Donc on va cliquer sur shape ici à droite et on va choisir un cercle. Voilà. Alors on peut changer évidemment le rayon du cercle avec la poignée rouge, mais on peut également, si on clique à nouveau sur circle, on peut changer ici directement en valeur numérique. Donc si je clique dessus, je peux taper une valeur. Si je clique, je maintiens enfoncé et je défile, ça fonctionne un peu comme un slider. Et on peut voir que, bon, ok, c'est assez fin. Et si je clique sur ce rond-là, c'est un slider rapide. Et donc là, on voit qu'en très peu de déplacement, les valeurs changent énormément. Donc, il y a bien deux façons différentes d'utiliser la souris pour la saisie. Ça dépend. Parfois, on a besoin d'une grande valeur rapidement. Alors, on utilise le slider ici rond. Parfois, souvent même, on a besoin d'une plus grande granularité. Et donc, on clique dans le champ numérique et on bouge la souris et on a plus de finesse. On peut également maintenir la touche majuscule quand on est occupé à défiler comme ça. Et on a encore une plus grande finesse. Donc vraiment, il y a moyen de... Et alors la touche contrôle, c'est pour accélérer, donc c'est pour moins de finesse. Donc il y a vraiment 4 niveaux de granularité quand on travaille graphiquement, on va dire. Voilà. Parfois le plus simple évidemment c'est juste de taper une valeur. Ici je tape 60 et je sauvegarde.
parce que dans le script, on a mis 60 pour le rayon. Donc, c'est bien que les deux correspondent. Et on peut lancer la scène. Donc, si je clique sur le clapper avec un triangle, ça exécute la scène. Et on peut voir en haut à gauche, on a notre cercle. Alors, on a un quart de cercle, puisque le cercle est centré en 0, 0. Et le 0, 0 est en haut à gauche. C'est important. Alors, je dis 0, 0, ça veut dire 0 horizontalement et 0 verticalement. C'est toujours dans cet ordre-là, d'abord horizontal et puis vertical. Et enfin, vous pouvez voir que ça se dit de gauche à droite. Hein? Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et verticalement aussi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc quand on monte vers le haut, c'est négatif. Et voilà. Donc important. Donc on a notre cercle. Et ben voilà, on va gérer par exemple le clic. Alors, pour détecter un clic, ce qu'on peut faire, c'est aller, donc on sélectionne le area 2D qu'on a appelé circle, et on va aller dans Node, donc les nodes, et là on a Signals. Et les signaux sont des événements qui sont émis par les nœuds. Et un événement, ça veut dire quelque chose s'est passé. Donc ici on a tout ce qui peut se passer. Et une de ces choses, alors on peut voir également qu'on retrouve chaque des catégories, et chaque catégorie est un type de nœud. Et donc par exemple ici on a objet, tout est un objet, puis on a node, c'est un type spécifique d'objet, puis on a canva item, c'est un type spécifique de nœud, puis collision object 2D spécifique d'un canva item, et enfin area 2D qui est encore plus spécifique. Donc hein, ça va comme ça. Donc ici on a besoin d'un événement de collision object 2D qui est input event. Donc on va double-cliquer là-dessus, donc on clique deux fois, et on a ce dialogue-là. Alors ici, on a le from signal, c'est sur ce quoi on a cliqué, double-cliqué. Et puis, on a où est-ce qu'on veut le connecter. Donc là, je choisis circle, et on voit qu'il y a un script. Donc je vais le connecter au circle. Et la méthode que je veux créer dans le script, c'est onCircleInputEvent, ce qui me semble déjà correct. Donc j'ai plus qu'à faire connect. Et automatiquement, Godot a créé la méthode avec les paramètres. Donc, ça, ce sont des paramètres. C'est une façon de recevoir ou de passer des valeurs à un bout de code. Donc, là, bout de code qui n'est pas encore écrit, on a juste passe. Donc, mon bout de code va recevoir ces valeurs. Et dans ces valeurs, on a event qui est l'événement. L'événement, c'est quoi? C'est par exemple un clic-souris. Donc, on va commencer avec quelque chose de simple, c'est le clic-souris. Pour ça, on va faire une condition, on va tester si l'événement est un clic-souris. Donc on fait if, ça veut dire si, event, c'est la variable, est is, et un clic-souris, c'est un événement de type d'entrée et d'un bouton. Donc ce sera event ou ce sera input event. Et puis, on voit qu'il y a plein de choses. Mais il y en a un qui nous intéresse, c'est mouse button. Donc, si l'événement est une entrée qui est un bouton de souris et que l'event est pressé. Donc, si on va, en fait, si on maintient la touche contrôle et qu'on clique sur input event mouse button, ça ouvre la documentation et on voit ici on a pressed, c'est une propriété, mais on a aussi une méthode isPressed, c'est ce que j'ai utilisé, et donc là on voit il y a les parenthèses parce que c'est une méthode, et ici ça dit getter, bon, parce qu'en fait on a une propriété et les deux méthodes qui permettent de changer la valeur ou de récupérer la valeur, d'où setter, ça veut dire affecter, assigner, changer. Et getter, ça veut dire recevoir. Donc voilà, ou aller chercher. Donc on va utiliser pressed et button index. Et pareil, on peut aussi appeler get button index. Donc voilà, on va aller là. Bon, je vais peut-être
plutôt mettre prest. Et button index. Alors, les doubles égaux, c'est pour faire une égalité. Est-ce que ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite? Et on va chercher du left. Voilà, button left. Si on a les deux, alors on sait qu'il s'est passé quelque chose sur le cercle. Voilà. Alors, un truc qui est bien, c'est, donc là je suis que dans mon cercle, c'est de dire, voilà, je veux aussi que mon cercle lui-même expose de nouveaux événements. Donc, pour ça, on peut déclarer les événements qu'on va générer, ou qu'on va générer. Donc, pour ça, on écrit signals. Donc, c'est un nouveau signal qui sera clicked, donc simplement cliquer, et me pour dire moi. Et ici, on n'a plus qu'à faire un emit et clicked avec self. Alors là, c'est déjà assez compliqué comme code. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je viens de déclarer, donc de publier le fait que un cercle pouvait être cliqué. Et puis, je me suis attaché à un événement, on va dire, plutôt générique. Et je reçois des paramètres. Grâce au paramètre event, je peux vérifier est-ce que on a fait un clic souris avec le bouton gauche. Et si c'est le cas, si on a cliqué dans la forme de collision, hein, si on a cliqué avec le bouton gauche, alors là, je mets un événement clicked et comme paramètre, je passe self. Ce qui veut dire que quand on va utiliser cette scène-là dans une autre scène, on pourra se connecter à cet événement-là, à ce signal, et on saura quel cercle a été cliqué, ce qui est plutôt pas mal. Et enfin, un autre truc, c'est que je peux, donc une fois qu'on a cliqué le cercle il devrait disparaître, hein, pour ne pas qu'on le clique plusieurs fois. Et pour ça, on peut appeler la méthode queueFree, qui veut dire qu'on veut faire disparaître et détruire la scène. Donc voilà. Donc là, on a ce qu'il faut pour notre cercle. Donc si je lance, j'ai juste fait que si on clique, le cercle disparaît. Bien. Maintenant, on va créer la scène principale. Donc je peux cliquer le plus ici, qui va ajouter un onglet, et donc une scène. Voilà. Une scène vide. Et cette scène-là, on va faire une scène un peu complexe parce qu'on aura une interface aussi pour afficher le score. Donc, ce que je vais prendre, c'est autre nœud et je vais prendre ce nœud qui est le nœud racine de. Enfin, le nœud. Allez, le nœud qui n'a aucun type. Hein, c'est le nœud duquel tous les nœuds dérivent. Hein. Donc, tous les nœuds sont du type node. Hein. Donc, je prends ce nœud-là qui n'a pas de position ni rien du tout. Il a juste la propriété d'être un nœud. Donc, on ouvre. Là, si on va dans Help Search et qu'on tape Node, voilà, on a Node, on fait Open. Là, on voit les propriétés du node. Donc, et alors, on voit les Inherited by. Ce sont tous les nœuds qui sont directement des types enfants de node, comme Animation Player, etc. Et ça, ce sont les propriétés du coup qui existent pour tous les types de nœuds. Voilà. Bon, on peut défiler, c'est pas super intéressant, mais c'était pour montrer que voilà, il y avait des choses. Quoi. Ok, fermons donc ça. Donc on peut voir ici l'ensemble des fichiers qui sont ouverts. Et pour fermer un fichier spécifique, on doit faire close. Voilà. Surtout pas fermer l'onglet parce que les onglets ne sont pas vraiment en rapport avec les fichiers qu'on est en train de consulter. Ok, donc là j'ai cliqué sur Circle, donc on voit le code de Circle. Et je vais fermer la documentation de l'événement. Oups, manite sauvée. Bon, si je clique ici, il ne se passe rien. Donc je dois mettre 2D pour afficher la scène.
On va ajouter l'interface. Donc pour ça, j'ai fait clic droit ajouter. Et je vais aller dans les nœuds contrôle. Donc là, j'ai déjà une recherche. Je peux cliquer la croix et on voit à nouveau tous les nœuds. Contrôle, container, c'est les conteneurs. Donc c'est ce qui va contenir et mettre en forme les autres nœuds. Et on va choisir quelque chose d'horizontal. Donc Hashbox Container, on voit que ça va mettre les contrôles l'un à la suite de l'autre horizontalement. Et c'est ce que je veux. Ensuite, on a le layout, hein, c'est un peu la mise en page. Donc on peut cliquer et on veut mettre ça dans le haut de l'écran. Et là, un autre truc qui est bien, c'est, donc quand je vais ajouter, c'est d'avoir un peu de marge autour. Et pour ça, on peut choisir un margin container. Et ce type de nœud, en fait, permet d'ajouter un peu d'espacement. Voilà. Et donc, ce nœud-là, je le mets donc en glissant, en déposant dessus. Maintenant, celui-là est l'enfant de celui-là. Et ça veut dire que les dimensions de ce nœud-là seront dépendantes des dimensions de celui-là. Donc, je vais mettre un layout top wide. Et dans l'inspecteur, je clique sur le nœud inspecteur. Je vais aller dans Custom Constant. Et on va mettre pour, en tout cas pour right, top et left. Donc les trois côtés du haut. On va mettre par exemple 10. Voilà. Donc comme ça, rien ne sera collé au bord de l'écran. Voilà. Vous voyez, il y a bien une marge qui est autour. Et maintenant, dans notre Hashbox Container, on va ajouter deux labels. Donc je peux écrire label. Et directement, il n'y a plus que deux types de nœuds qui sont disponibles. Et je prends le premier. Sans grande surprise, on va mettre score pour celui-là. Et puis, on va dupliquer. Alors, pour dupliquer un nœud, on fait CTRL D. Donc, on sélectionne le nœud qu'on veut dupliquer, CTRL D. Là, je vais mettre 0. Et comme je disais, les nœuds sont nommés d'après leur type par défaut. Donc, ici, on avait un type de nœud margin container. Et du coup, Godot a nommé ça automatiquement margin container. Pareil pour les autres. Donc ici, je peux très bien changer ça en label score. Et on a toujours un type de nœud label. C'est juste que j'ai changé son nom. Donc, hein, le nom n'est pas lié au type. Ok, et j'ai mis 0 dedans. Je vais faire renommer node là. Donc, si on clique une fois, ça sélectionne. Si on clique une deuxième fois, ça permet de renommer. Et je vais appeler ça main. Donc, ça veut dire scène principale. On peut appeler ça comme on veut. Je sauve en faisant CTRL S. Et automatiquement, ça a pris, comme pour le nom de la scène, ça a pris le nom d'une racine. Donc, hop, j'ai plus qu'à faire sauver. Voilà. Donc, j'ai ma scène principale. Maintenant, je vais créer la zone de jeu qui va prendre tout ça. Donc, je peux, au niveau de main, je fais clic droit, Add Child Node. Et on va juste mettre un node 2D. Donc, ce type de nœud-là qui n'a rien de spécial. Sauf qu'il ajoute une position. Donc, celui-là a une position. Donc, dans ce transform, node 2D transform. Hein. Donc, ça veut dire que la position appartient au node 2D. Alors que Canva Items a comme propriété ces propriétés-là. Donc, ici, c'est un inspecteur. Les groupes qu'on voit ici sont en fait les types de nœuds. Hein. Ok, donc ici, on a node 2D et je vais changer le nom en Play Area. Donc, ça veut dire zone de jeu. CTRL S pour être sûr que c'est sauvé. Et voilà, donc là, on a la base. Et maintenant, ce qui serait bien, ce serait de faire apparaître un cercle. Alors, je vais cliquer sur Main. Je clique sur les rouleaux pour ajouter un script. Je vais le garder en built-in pour l'instant. Et le template, je veux rien, etc. Donc, je n'ai plus qu'à faire create. Et on peut voir que maintenant, ça extend node. Hein? Donc, on a vu quand on crée le script, par défaut, il étend le type de nœud auquel il est attaché.
Et ici, on va commencer par quelque chose de simple. Quand on est prêt, alors on va créer un nœud circle. Alors pour ça, il faut précharger la scène, c'est-à-dire le circle.tscene, il faut le précharger et puis après on va pouvoir en créer des instances. Donc une instance, c'est une occurrence spécifique de la scène. Donc voilà. Alors pour ça, on va faire var circle scene, donc scène du cercle, preload, donc précharger, circle.tscene. Donc là maintenant, voilà, dans circle scene, cette variable, c'est comme ça qu'on appelle, cette variable contient en fait la scène circle, qui est prêt à être instancié, donc qui est prêt à être déployé dans la scène courante. Donc ici, on peut maintenant faire par exemple var circle, donc un cercle, un nouveau cercle en fait, va recevoir une instance de la scène. Donc maintenant, ça, c'est un nouveau cercle qui a été créé depuis cette scène-là. Donc cette scène, la scène en fait, c'est un pattern, un template ou un moule, c'est un moule. Et quand on fait instance, c'est comme si on créait quelque chose à partir du moule. Et donc ça, c'est ce qui a été créé à partir du moule. Alors, ce qu'on a créé pour l'instant est créé comme ça dans le vide. Et il faut l'attacher à la scène courante pour que ça existe, pour que ce soit visible. Donc, il n'y a que ce qui est attaché à la scène qui est visible. Et il faut aussi lui dire où on veut l'attacher. Alors, là, j'ai créé un nœud play area et j'aimerais mettre tous mes circles comme enfants de play area. Alors, pour ça, on a une solution. On peut faire getNode play area. Donc, maintenant, là, dans play area, j'ai maintenant un pointeur vers le nœud play area. Et à play, on va mettre un E, c'est mieux. Et donc à play area, je peux dire add child. Donc je veux ajouter un enfant, donc je veux ajouter un nœud dans le nœud play area. Et ce nœud-là sera circle. Donc si on regarde, donc je suis dans la scène main, si je la joue, là maintenant j'ai mon cercle qui est apparu. Et si je clique, le cercle est disparu. Alors on peut faire plein de choses. Donc par exemple, alors aussi important, c'est que le var ici, comme il est au niveau de la fonction, ce nom circle n'est disponible que dans la fonction courante. Donc si je crée par exemple une fonction draw, enfin je pourrais pas, mais imaginons que je crée une fonction draw, ici, circle n'est pas disponible. Il y a circle scene parce que lui, il a été créé au niveau le plus haut, donc il est disponible partout. Mais circle a été créé dans func. Donc tout ce qui est décalé comme ça appartient à la fonction. D'ailleurs, je peux même cacher ce code-là. Donc cette chose-là, ce circle, cette variable, n'est disponible que dans ce qui est masqué ici, donc que à ready. Voilà, c'est important de savoir. Alors maintenant, on peut imaginer qu'on va créer plusieurs cercles. Alors on va faire for i in range 10. Donc ça veut dire qu'on va répéter 10 fois. Et i est une variable aussi qui va recevoir les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait bien 10 répétitions. Et donc on peut utiliser i dans ce code-ci. Et un exemple d'utilisation, c'est simplement de faire circle.position.x égale, je crois que c'est 60, donc je vais faire 100 fois i. Et donc là, on aura des cercles qui seront un peu espacés et qui vont se dessiner horizontalement. Voilà.
Bon, apparemment, ils sont pas espacés parce que j'aurais dû mettre 130. Donc, c'est-à-dire le diamètre plus 10 parce que c'est 120 le diamètre. Donc là, on a... Oui, mais j'ai oublié de faire fois i. Voilà. Et donc là, on a avec des petits espaces entre chaque cercle. Et on pourrait très bien, par exemple... Donc ici, le i est disponible que dans le fort. Donc que dans ce qui est décalé par rapport au fort. On peut complexifier ça en faisant... Voilà, on va très vite supprimer ce code-là pour faire un jeu. Hein, mais on pourrait très bien aussi faire ça et rajouter le y. Comme ça. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va... peut-être pas 10 parce qu'il n'y a pas... Donc maintenant, il va d'abord dessiner les cercles verticalement. Et puis, il passera... Donc, il fera d'abord la première verticale, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Parce que il va d'abord finir la boucle intérieure, puis revenir, passer au i suivant, puis faire tous les j, puis passer au i suivant, etc. Donc si je lance ça, voilà, on a une grille qui pète un peu la vue, mais on voit bien les 4 là, 1, 2, 3, 4, et 10 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le dixième, il est, si j'étends la fenêtre, voilà, on a le dixième. Donc, voilà, c'est un peu le principe des boucles. Hein. C'est juste pour i dans, et puis alors ça veut dire qu'on crée une liste de nombres. Et donc, en fait, je pourrais remplacer ceci par, donc ouais, je fais ça et je fais 0, 1, 2, 3. Et ces crochets veulent dire qu'on va mettre une liste. Et ici, j'ai tapé une liste de nombres. Donc, c'est des nombres séparés par des virgules. Et donc, j va être 0, puis 1, puis 2, puis 3. Voilà, donc ça donne le même résultat sans grande surprise. Mais je peux très bien, par exemple, faire ça. Et on aura un trou. Parce que, donc, comme on a vu, ça va faire verticalement. Donc, on aura les deux premières colonnes, un trou, et puis la quatrième colonne. Alors, ouais, parce que 0, c'est la première colonne. Donc, 1, ce sera la deuxième, et 3, ça devient la quatrième. Donc, si on lance, voilà. Et évidemment, c'est la ligne. Parce que, on fait d'abord 0, 1, 3, 0, 1, 3. Ah oui, on skip, pardon, oui. On skip tout ce qui serait dans la troisième ligne. Donc ici, on a le 10, c'est ça. Et là, c'est la... allez. Comment expliquer ça? Donc, ça, c'est y. Donc, on a y égale 0, y égale 1, y égale 2 et y égale 3. Et on saute le y égale 2. Et chaque fois qu'on aura y égale 2, on sortira rien. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on n'a rien. Voilà. Mais quand il s'exécute, évidemment, il va d'abord faire 0. Donc, il va mettre... Donc, quand il crée le truc, il fait ça, en fait. Hein. Oups. Bon, c'est pas grave. Il fait ça. Hop, ça revient. Donc là, ce qui se passe, c'est il crée le 0, le 1, et puis le 3. Et puis, il passe au i suivant, 0, 1, 3, i suivant, 0, 1, 3, i suivant, 0, 1, 3. Voilà, voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour les positions. Donc on voit que la position, c'est assez simple. Alors, je peux changer ces lignes-là. Je peux aussi faire ceci. Et c'est tout à fait la même chose parce que position, c'est un vecteur 2. Donc, c'est une valeur de ce type-là. Et donc, si je remplace la valeur entière et pas juste chaque partie individuellement, donc ça c'est x et ça c'est y, on a, voilà, un résultat.
Donc là, vous avez vu deux façons d'écrire la même chose. Ici, c'est plus compact. Alors, un autre truc sympa, c'est si je prends... Où est-ce que je dessine ça, moi? Ah oui, donc je mets ça dans le... Enfin, je mets ça dans le play area. Donc si je prends le play area, et je vais rotation degré, je mets 45 par exemple. Donc là, j'ai changé l'orientation de play area, mais je n'ai pas changé le code qui est pas ici, le code qui est ici est le même. Hein, je n'ai rien changé. Mais si je lance ça, tout a été tourné parce que les positions qu'on utilise ici dépendent du parent. Donc c'est chaque fois par rapport au parent. Donc de la même façon, si je me dis que je vais déplacer le play area, donc par exemple si je déplace un peu comme ça, et que je relance, et bien là ça se voit pas évidemment. Je vais essayer d'être un peu plus... voilà. Donc là on peut voir que ça s'est déplacé. Hein. Donc si je déplace vraiment, voilà, on peut voir que tout s'est déplacé parce que play area a été déplacé. On va remettre comme c'était et on relance pour que vous voyez la différence. Donc tout se passe par rapport aux parents. Quand on ne veut pas que ça soit le cas, c'est possible. Donc ici j'ai utilisé position, mais si j'utilise global position, ça veut dire que je ne veux pas tenir compte de la position du parent. Donc si je lance, bah, là il ne se passe rien parce qu'on n'a pas changé quoi que ce soit. Mais si je mets 45 et que je déplace le play area, et ben on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Parce que j'ai utilisé cette fois-ci global position. Maintenant, je retire juste global et je réutilise position. Je relance la scène et là, les transformations, c'est-à-dire la rotation et le déplacement et l'agrandissement qu'on n'a pas utilisé, eh ben, vont affecter les positions de mes points. Voilà. Alors, on va remettre à 0 dans play area. Donc j'utilise mes petites flèches pour remettre à 0. Voilà. Et on va écrire un code un peu plus sympa. L'idée, ce serait, donc on a vu pour créer un cercle, c'est ce code-ci. Ça crée un cercle. Donc on va juste supprimer et remettre ce code-là comme ça. Donc là, on peut créer un cercle dans le play area. Et en fait, à la place de faire getNode à chaque fois, on peut aussi taper le mot-clé onReady. Ça veut dire ça, c'est comme si on tapait ce qui suivait, c'est comme si on le tapait dans la fonction ready. Sauf que donc maintenant, on a une variable play area qui sera visible partout. Et qui contiendra le node area. Et donc ça, c'est l'équivalent de déclarer une variable ici, mais d'exécuter ce qui est à droite du égal, donc cette partie-là, même le égal en fait, c'est comme si on l'avait écrit ici, comme ici. Voilà, donc ça permet de créer ça, la variable, et l'assigner, donc prendre la valeur et la mettre dans la variable dans funcReady. Un peu, c'est comme si on l'avait fait ici. C'est l'équivalent de ça en fait. Voilà. Donc ce code là, voilà, là on assigne une variable qui est en fait une variable qui a été créée ici. Et puis on met getNode play area. Et à la place de faire ça, on peut le faire en une fois comme c'est fait ici. C'est plus rapide. Voilà. Alors, et aussi, on va voir comment ça va être réutilisable. Donc maintenant, on voudrait créer des nœuds, des cercles de façon régulière. Donc pour ça, on va utiliser un nouveau type de nœud. Donc sur le nœud main, je fais clic droit, ajouter, et on va chercher timer.
Donc timer est blanc parce que il a comme parent il a uniquement node et il n'y a pas de position, rien du tout, c'est juste un timer. Donc je peux l'ajouter et on a les propriétés, on voit timer node. Hein. Wait time, c'est le temps qu'il va attendre avant de lancer son déclencheur. One shot, ça veut dire une seule fois et puis il s'arrête. Et auto start, ça veut dire démarrer tout seul ou automatiquement. Donc on va cocher ça. Et dans Node, on a nos signaux avec timeout. Donc quand il arrive à 0, je vais double-cliquer, choisir le nœud main avec un petit rouleau, un timer timeout. Donc quand c'est le timeout du timer. Ok, donc il crée pour moi la fonction ou la méthode qui va être appelée. On a la connexion. Hein. Quand le timer timeout, alors on va appeler sur main la méthode qui s'appelle onTimerTimeout. Et ici, on peut faire ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, en fait, c'est ce code-là. Si je fais ça, en fait, on va avoir un truc qui est un peu pas top. Donc, si je lance, après une seconde, poup, le cercle apparaît. Voilà. C'est pas super foufou. Donc, on va déjà un peu rendre la position aléatoire. Et pour ça, on va dire la position, donc circle.position égale. Et on va mettre vector2. Et là, on peut choisir la position du cercle. Alors, première chose, c'est prendre un nombre aléatoire. Donc, on a rand_i, qui est un nombre entier. Donc, random integer, nombre entier aléatoire. Et on veut la largeur de l'écran. Donc, on va mettre 800 et 1300, je sais pas trop. Donc, on va aller vérifier. Pour voir les propriétés du projet, on va aller dans Project Settings. Et là, on a Display quelque part. Voilà, Display Window. Là, on a With 1024 et 600. Et en fait, ici, c'est 1024. Et là, c'est 600. Donc là, maintenant, on place notre cercle n'importe où dans la fenêtre. Donc, si je lance, voilà, on a des cercles qui apparaissent au hasard. Bon, il y a du clustering, mais c'est aléatoire. Hein. Donc, c'est normal. Mais pour l'instant, ouais, on a mis le code pour les faire disparaître quand on cliquait, donc ça fonctionne. Et ben, on va attacher aussi ce code maintenant pour ajouter des points au score. Parce que là, je clique et j'ai pas de points. Alors, quand on crée le cercle, on a vu dans Circle ce que j'avais expliqué avec les signaux. Donc, on a défini un signal qui s'appelle click. Et ce signal est émis quand le clic a bien lieu sur le cercle. Maintenant, il est temps d'écouter le signal. Et pour ça, on va faire circle.connect. Alors là, je n'ai pas l'autocompression parce que Godot, c'est pas trop ce qu'on a reçu. Là, on peut aider Godot. Ici, je vais dire que circle est un type de nœud spécifique. C'est un nœud 2D. En faisant ça, maintenant, Godot sait que c'est un nœud. Et donc, il sait qu'il y a une méthode connect. Évidemment, il ne sait pas dire toutes les... Donc, ça, c'est tous les signaux qui sont émis par un nœud normal. Mais moi, j'ai rendu le nœud un peu plus spécial grâce à un script. Et donc, j'ai accès à Click. Il faut choisir le target, l'objet cible. Ça va être cet objet, donc le nœud main. Et la méthode, on ne l'a pas encore créée. Donc là, on va dire simplement circle clicked, ça me semble bien. Donc, je dois créer la méthode circle clicked. Et là, je vais donner, par exemple, un circle clicked. Mais en fait, on va mettre ça circle là, alors, juste pour vous aider un peu. Alors,
On a les circle et là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, on n'en a pas besoin en fait, parce que pour l'instant, on va pas vraiment travailler avec. Donc, on préfixe avec un underscore pour dire à Godot, j'ai créé une variable et je sais que je l'utilise pas. Et on va ajouter 10 au score. Pour ajouter au score, il nous faut d'abord un score. Donc ça, on n'a pas encore créé. Donc on va créer la variable score. Voilà. Et c'est une bonne pratique de passer par une méthode dédiée. Donc on va faire func set score par exemple. Voilà. Et une fois qu'on a mis à jour le score, on doit mettre aussi à jour l'affichage du score. Donc pour ça, on va faire la même chose ici. onReady par label score égale getNode. Et là, label score. Alors il y a un raccourci. À la place de taper getNode, on peut taper $ et le chemin vers le nœud. C'est plus court à taper que le getNode qui est ici. Et alors il y a même sa propre couleur. Donc ici, on peut faire label score.text égale. Et str, ça veut dire str, c'est pour transformer une valeur en chaîne de caractères. Donc, parce que le score est un nombre, comme 1, 2, 3, 4, 5, mais une chaîne de caractères, c'est quelque chose qui contient des choses à afficher. Donc, c'est différent des nombres. Par exemple, dans un nombre, on ne peut pas mettre ABC. Mais dans une chaîne de caractères, on peut mettre ABC, 1, 2, 3, etc. Avec des nombres, on peut additionner deux nombres. Deux chaînes, on ne peut pas additionner A à B. Ça n'a pas de sens. Donc, à la place d'additionner A et B, on va les coller. Parce que ça a du sens. Donc voilà, ça s'appelle concaténer. Donc, il y a des différences. Et donc, on doit dire à Godot avec quoi on travaille. Et évidemment, Godot va s'assurer qu'on n'essaye pas de mettre un nombre directement dans une chaîne. Donc, si on veut mettre un nombre dans une chaîne, on doit transformer ce nombre en une chaîne. Et alors, Godot va accepter du coup. Ok, donc là, on a juste créé une fonction qu'on peut appeler. Et on va l'appeler ici. Voilà. Donc, on ajoute 10 au score. Donc, si on joue, boum, on a un bug. Magnifique. Parce qu'en fait, là, il me dit que j'ai pas... Nil, ça veut dire nul. C'est parce que j'ai pas initialisé score. Donc, on va aller ici et initialiser à 0. Comme ça, il s'est additionné parce que c'est un nombre. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est important de bien initialiser ces variables et tout ça. Et de respecter les types de variables aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, on peut avoir des scores qui s'incrémentent. Mais c'est pas très intéressant parce que si on attend devant l'écran, les points apparaissent. Et après, on peut les cliquer comme on veut. Quoi, voilà. Donc, le challenge n'est pas vraiment là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, qu'après un certain temps, le cercle disparaisse. Alors, pour ça, on va aller dans Circle et on va implémenter la disparition après un certain temps. Et pour moi, le plus simple, ce serait d'aller dans funcReady. Donc, cette méthode-là, pour rappel, est appelée automatiquement par Godot quand le nœud est créé avec tous ses enfants. Voilà. Et donc ici, on va dire quand le nœud est créé, on va lancer un timer et après une seconde, on va le faire disparaître. Donc getTree, c'est avoir, donc quand on met toutes les scènes ensemble, ça forme un arbre.
Donc getTree, ça récupère cet arbre. Et il y a une méthode pour créer un timer. On va dire 1 seconde. Et on peut attendre un événement en faisant yield. Donc là, on attend en fait l'événement timeout du timer qu'on vient de créer. Quand ça timeout, donc c'est-à-dire après 1 seconde, on peut libérer le nœud, c'est-à-dire on retire le cercle directement. Donc si on vient ici, là maintenant, on a 1 seconde pour cliquer le cercle, sinon il disparaît. Alors, un autre truc sympa, c'est de montrer une progression. Donc, comme ça, on voit petit à petit le cercle disparaître, parce que ça, c'est un peu abrupt. Pour ça, on va aller ajouter un enfant, tween. Et un tween, c'est une interpolation. Donc, ça veut dire, par exemple, si on va entre 0 et 1 en 1 seconde, si on dit, tiens, après 0,5 secondes, où serions-nous? Là, on serait à 0,5. Mais si par exemple, on va de 0 à 1 en 2 secondes, et qu'on demande après 1 seconde où on est, ce serait 0,5. C'est un peu la règle de 3. Sauf que là, le moteur va gérer ça pour nous, automatiquement. Alors, comme on a fait de l'autre côté, on doit créer une variable qui va pointer vers le tween. Voilà. Et cette fois-ci, on fait simplement tween.interpolate une propriété, cet objet. Et là, c'est ici que ça devient sympa. On doit voir quelle propriété on va interpoler. Et je vais rendre le nœud de plus en plus transparent. Et ça tombe bien parce que si on va ici, on a dans l'inspecteur, dans le canva item, on a visibility et modulate et self-modulate. Et modulate, c'est un peu une couleur qu'on va rajouter par-dessus. Et ça prend en compte aussi la transparence. Donc ce qu'on va faire, c'est aller du blanc, c'est-à-dire on ne change pas la couleur, à du tout à fait transparent. Donc on a ici, on a modulate. Et on a dit, on va aller du blanc au transparent. Donc en fait, ça va rendre le truc invisible. On va mettre 1 seconde. Et cette fois-ci, on va plus créer un timer. On doit aussi démarrer l'animation, le tween. Sinon, le tween ne démarre pas tout seul. Et ici, on remplace le yield par un yield, mais qui va cette fois-ci être sur tween all completed. Donc, quand il est tout à fait transparent, on le supprime. Donc, ça a pour effet de supprimer que quand c'est déjà invisible. Donc, voilà, c'est pas mal. Et si on lance, voilà, on a un cercle qui flash, on a des flashs de cercle, et quand on arrive à cliquer à temps dessus, ils disparaissent d'un coup parce qu'on a cliqué dessus. Voilà. Alors, un truc qui peut être sympa aussi, c'est quand on a cliqué dessus, de faire un petit feu d'artifice comme ça. Les gens, ils aiment bien les petits effets gratuits, si on va dire. Donc pour ça, on va aller, donc c'est un petit bonus, une petite parenthèse. Donc là, on a notre score. Donc on va créer une nouvelle scène, évidemment. Et ici, on va chercher quelque chose qui peut faire des particules, en fait. Voilà. Et là, on a des particules de 2. Ça me paraît plutôt bien, en fait. Donc, oui, prenons ça. Donc, ici, il nous dit qu'on a un souci. Voilà.
Ok, donc ici, hop, c'est parce que je suis en GLES 2D2 pour le web. Donc on doit utiliser des particules CPU, ça veut dire des particules plus lentes, parce qu'elles utilisent le CPU. Mais c'est pas grave, hein. Si on n'abuse pas des particules, ça va. Alors je vais mettre emitting pour voir ce qui se passe. Donc là on va éditer les particules, hein. Donc emission shape. Enfin, je crois que points, ça doit être bon. Bien que... Ah ouais, mais déjà, on a un truc, c'est que on a gravity qui est activé, donc on va mettre 0. Voilà. Le spread 360. Pour essayer que ça aille partout. Time, one shot, ça sera ce qu'on utilisera à un moment donné. Point, box, directed point. Voilà. On va garder point. Le plus simple. Non, ça c'est pour grouper les... Bah, bien que c'est bien, ok. Mais ça sera pour plus tard. Ah oui, non, parce que... On va mettre 1. Donc, donc ça va prendre toutes les choses ensemble. Initial velocity. Alors, il me semble que je dois prendre... Ça, c'est toujours le... And the node orientation. Voilà. Ok. Là, on en a 8. C'est peut-être pas assez. Voilà. 64. Donc là, c'est un peu du design de... Bon, après, il faut pas exagérer parce que là, on est sur le CPU lui-même. Et donc, du coup... ok. Ah, et pourquoi j'ai le... Pourquoi il dit 1 ici? Voilà, on va mettre 0 parce que pas de sens pour moi. Alors, pas de gravité. Ah, ça c'est pour faire un peu tourner les sprites, les particules. Voilà. Il y a moyen de faire des trucs un peu plus sympas. Et en fait, ici on peut aller jusqu'à... Voilà. Il y a moyen de faire un truc... Voilà, voilà, voilà. Ça devient bien. Linéaire en non, oui, oui peut-être. Non, ça déstructure un peu trop. Bon, une fois qu'on est content avec ça, non, on va laisser comme ça, ok. Alors, les couleurs. Les couleurs, c'est bien aussi. Parce qu'on peut alors changer les couleurs. Donc ici, on va prendre du rouge et on va aller au jaune. Voilà. C'est déjà plus joyeux, on va dire. Voilà. Donc quand on clique un cercle, on va spawner ça. Et puis ça sera joli. Donc ça va sauver. Hop. Et on va faire Circle Explodes. Ok. Donc maintenant on peut aller... Donc, oui, évidemment ici on aimerait que ce soit one shot. Voilà. Comme ça on fait ch'touk. Ok. On va aller dans... Donc je vais fermer ça. Et on va aller ici. Circle clicks. Et ce qu'on va faire c'est... Ah, et peut-être aussi... J'ai un peu oublié, mais... On devrait détruire ça quand c'est fini.
donc là on n'a pas vraiment, mais on peut dire, vu qu'il a un lifetime de 1, on va attendre 2. Et alors, une fois que ça arrive à 2 secondes, on sait qu'on doit détruire. Donc là, pareil, on va mettre notre petit ready. Et on va faire create timer. J'ai dit 2, donc on va mettre 2 yield. Time out, donc on attend 2 secondes. Et puis on fait un cube free. Alors, il est en auto start ou pas? Non, mais je ne pense même pas en fait qu'il y a un auto start. Donc il va falloir mettre soi-même le emitting true. Ok. On va quand même tester sans le faire pour voir ce qui se passe. Circle clicked. Donc là on crée la variable qui va contenir la définition, si on veut, de la scène. Et là on fait une instance CE pour Circle Explode. Ok, mais en fait là on veut la mettre à la position du circle. Ok, donc d'abord on va ajouter CE à l'aire de jeu. Et la position doit être égale à ce circle.global position. Et je fais ça, je prends global donc pour pas tenir compte des transformations de nos parents et tout ça. Donc là c'est vraiment la position à l'écran de l'un est égale à la position à l'écran de l'autre. Hein. Donc maintenant mon explosion sera positionnée au même endroit où était le cercle. Voilà, voilà. Alors, testons ce que ça donne. Et là, il se passe rien. Donc ça veut dire en fait que je dois... Bon, c'est rapide quand même. Ça veut dire que je dois mettre le emitting à true pour forcer l'émission de particules. Voilà, là on a maintenant nos particules qui apparaissent quand on clique comme il faut le cercle. Ok, donc maintenant, bon, je trouve déjà ça un peu chaud. Maintenant, on va aussi ajouter une autre fonctionnalité. Ce serait de réduire le cercle chaque fois qu'on clique bien. Par contre, là, comme je vois que je dois déjà aller cliquer rapidement, je vais aller mettre un 2 ici. Parce qu'il faut rester... ouais, voilà. Il faut rester assez accessible quand même. Ok, donc là on a quelque chose d'un peu plus jouable. Même si on est lent de la souris, il y a moyen de jouer. Alors, la deuxième chose, ce serait de réduire le rayon du cercle petit à petit. Et donc ici, on va faire une variable qu'on va appeler radius. On va la mettre à 60, parce que je crois que c'est ce qu'on a mis par défaut. Et oui, voilà. Donc du coup, on va dessiner le radius. Donc on va dessiner de 60. Et maintenant, on aimerait que quand on change le radius, le cercle soit redessiné. Parce que maintenant, si je change le radius, Godot ne sait pas qu'il doit redessiner le cercle. Et donc pour ça, on va créer ce qu'on appelle un setter. Donc c'est setGet, c'est le mot-clé qui nous permet de dire que pour changer la valeur de radius, il faut appeler une méthode. La méthode c'est setRadius. Et on doit la créer, donc on crée la méthode setRadius qui reçoit une valeur. Cette valeur va terminer évidemment
dans radius. Donc là, j'applique le changement. Et en même temps, je dis update. Et update, ça veut dire, voilà, le nœud doit être dessiné. Et donc Godot va appeler quand il faut. Va appeler draw qui va redessiner le cercle avec un radius qui sera mis à jour. Et donc plus petit ou plus grand. Ok, donc là maintenant on a la possibilité de changer le rayon du cercle et on va utiliser ça dans la scène principale pour réduire le cercle. Mais je dois aussi changer cette forme de collision et réduire le radius. Alors c'est un peu compliqué à accéder. Donc ce que je vais faire ici, c'est simplement me dire, si on a cliqué dans le cercle qui est ici et que mon cercle est plus petit, si on clique en dehors de mon plus petit cercle, je ne prends pas. Mais ça me permet de ne pas traiter les clics qui seraient faits à 10 km. Donc, dès qu'on clique, je sais qu'on a potentiellement cliqué, si on est là par exemple, et que mon radius est un peu plus petit, je sais qu'on pourrait avoir cliqué dans mon cercle. Et donc, je dois juste vérifier si on est ou pas dans mon cercle. Alors, c'est compliqué, c'est pas grave, parce qu'on va simplifier ça. Alors, ici, on sait qu'on a cliqué à partir de ce moment-là. Donc ici, on peut ajouter un deuxième if qui serait si la distance entre... Donc on va faire if global position. Donc ça veut dire la position courante. Distance squared. Alors celui-là est plus rapide que celui-là parce que dans le deuxième, ça doit faire une racine carrée dans le calcul. D'ailleurs qu'ici, il n'y a pas de racine à faire. Et la distance à quoi? À event that global position. Parce qu'un clic a une position. Et est plus petit que quoi? Que radius fois radius. Donc si on est plus petit que le rayon, c'est qu'on est dans le cercle. Et donc du coup, je peux émettre le signal et dire ok, on libère le cercle. Donc là, on va tester, toujours tester. Donc je suis censé pouvoir cliquer, voilà. Et on a bien, ça fonctionne comme avant. Sauf que maintenant, on filtre sur le rayon. Donc, c'est pas votre. Alors je vais mettre un égal pour que si on clique pile poil sur la frontière du cercle ou la circonférence, que ça continue à fonctionner. Voilà. Alors maintenant, gérons la difficulté. Donc ici, on va faire var radius égale 60. Et chaque fois qu'on clique, on va réduire de 1 le radius. Mais évidemment, il y a une taille à partir de laquelle ça devient impossible à jouer. Par exemple, un rayon négatif, parce que ça veut dire que voilà, il n'y a même pas de cercle, ou même nul. Hein. Donc on va dire que si le radius, donc si le radius est plus petit que 4, alors on le force à 4. Donc c'est impossible d'avoir un radius plus petit que 4. Voilà. Donc maintenant on a ça. Et quand on crée nos cercles, ici, ce qu'on va faire, c'est dire que le radius égale le radius. Voilà, donc là on change simplement le radius. Donc je vérifie que ça s'appelle bien radius. Et maintenant, si on joue un petit peu au jeu, et qu'on n'a pas fait ça comme une clinche, on devrait voir que plus je clique, plus le cercle devient petit. Voilà, ça peut pas se voir, mais moi je le vois. Voilà. Donc on a bien un cercle qui devient de plus en plus petit. Voilà. Donc, là, on peut voir la vitesse de clic. Voilà, donc ça devient très petit et donc ça devient de plus en plus compliqué. Et voilà quoi. Donc ça c'est déjà bien. Ensuite on peut mettre des pénalités. Donc par exemple si on clique pas à temps, et on aurait des points négatifs.
Alors quand je disais plus petit que 4 ça devient jouable, voilà, là on a du 4. Voilà, là ça devient limite. Voilà, donc bon. Donc d'où l'intérêt de mettre une limite. Bon, après 4, ça devient du bon jeu, hein. Ça devient qu'on est très compétent, on va dire. Alors on diminue le radius, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est diminuer le temps. Et donc pour ça, on va aller dans Circle. Et là, on aimerait par exemple mettre un timer qui soit différent. Et là, on a vu, on a mis dans le ready, mais le problème en faisant ça, c'est que ça démarre automatiquement. Donc, pour passer à un paramètre, on peut simplement créer une fonction. Je vais déplacer tout ça dans la fonction. Et maintenant, je peux appeler ça de l'extérieur. Donc là, j'ai mis T ici. Voilà. Donc si je reviens dans le mode principal ici, et là j'ai mis 0.0 parce qu'on va utiliser un nombre réel et pas un entier. Donc on commence avec time 0 et on a ici tac tac tac, voilà, circle connect, on va mettre ça ici. Et j'ai déjà oublié, je l'ai appelé start. Voilà, donc là on start le timer et ce sera time. Donc on a notre T qui va prendre la valeur de time et qui va être passé ici. Et on va commencer à 2. Si le radius est plus petit que 4, eh ben, on va dire que time égale time moins 0.2. Voilà. Donc, radius égale, cette fois-ci, radius égale 60. Donc, on enlève 2 dixièmes de seconde. Donc, après 10 fois, on aura enlevé 2. Et if time est plus petit que 0.2, time égale 0.2. Donc, on veut pas voilà, on veut pas réduire de trop. Donc, maintenant, chaque fois que le radius devient plus petit que 4, on le met à 60 et on le met à 0.2. Et si time est plus petit que 0.2, alors on sait que radius doit être égal à 4. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est le niveau le plus difficile, donc on a un tout petit cercle. Ok. Donc maintenant, si on teste ça, chaque fois qu'on va cliquer, la taille diminue. Alors on va tricher un peu. Ça veut dire que la radius a diminué de 10. Donc on va très vite passer au niveau suivant. Boum. Donc là on a du bon cercle qui devient vachement petit. Là on a passé le niveau. Ah, et du coup j'ai pas le 4 parce que les soustractions tombent juste là. Donc, voilà, mais là on arrive à du je te disparaît assez rapidement que j'apparais. Voilà, là on a bien du cercle up, hein, voilà. Voilà, là c'est tellement petit, voilà, j'ai pas le temps de... Ah d'accord. En plus en 10 fps, vous devez avoir, mais c'est pas bon, ok. Donc là, maintenant on a vraiment des cercles difficiles à choper. Je vais remettre à -1. Alors c'est peut-être -2 en fait, parce que... Peut-être
Ouais, -2, c'est bien. C'est déjà 2 fois plus vite parce que sinon c'est trop long. Ok. On va ajouter une pénalité. Donc si on n'arrive pas à cliquer le cercle, bah, pouf, il va nous faire, allez, il va donner une pénalité. Donc quand le twin est all completed, ça veut dire en fait que le cercle est prêt à être, allez. Donc s'il est queued for deletion, alors on fait rien. Donc ça veut dire voilà, il n'y a pas de punition. Par contre, on va plutôt faire un. Donc du coup, s'il n'est pas. Donc s'il n'est pas, si on n'a pas prévu de le supprimer, donc s'il y a un queue-free n'a pas été appelé, alors on va créer un nouveau signal. Qui sera failed. Ou missed plutôt. Donc ça veut dire qu'on n'a pas pu le cliquer. Voilà. Donc si on n'a pas eu le temps de le cliquer, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est dans l'autre côté. Donc ici, on vient et on va connecter au bon endroit. Voilà, on doit créer la méthode qui va bien. Voilà, pareil, hein, on n'a pas besoin de la variable. Et ce qu'on va faire, c'est soustraire 10 au score. Plutôt 15, pardon. Donc, toujours punir un peu plus pour éviter les triches. Set score, et là, on va faire if. Ah, bah non, on va garder les scores négatifs, pourquoi pas. Et alors, un truc sympa, c'est si pour une raison quelconque on rate le cercle, c'est peut-être que le radius était trop petit, donc on va faire radius égale radius plus 2. Peut-être même plus 2 pour pas donner trop d'avantages. Voilà. Et if radius est plus grand que 60, radius égale 60. Parce que 60 c'est le plus grand cercle qu'on puisse avoir, parce que la région qu'on traite c'est un cercle de 60 de radius. Voilà, donc maintenant ce qui se passe, c'est que si on joue, et qu'on joue bien, le cercle diminue bien de rayon. Mais si je le laisse disparaître, notre score diminue, mais le cercle grandit de rayon. Voilà, donc là on va arriver à 60 pixels avec un score négatif. Donc voilà, là on a un jeu qui s'adapte aux joueurs en quelque sorte. Bon, évidemment qui punira avec un score négatif. Mais surtout on a vu plusieurs façons de... on avait un peu de code de toutes sortes. Hein. Alors on pourrait changer par exemple la couleur de l'objet. Donc ici on a que des cercles rouges. Par exemple, il est où? Le cercle rouge, couleur. Je cherche, voilà. Donc ici on voit qu'il est rouge, mais on pourrait très bien le... Voilà, on va faire un red par exemple. Et dans le ready, on pourrait dire que color égale
Voilà, donc là on a un 2 3 4 couleurs. Donc là, en faisant ça, je crée en fait une liste qui contient 4 couleurs. Et cette deuxième partie-là, bah, c'est pour prendre une valeur de la liste que je viens de créer. Et donc ça veut dire qu'on choisit une des 4 couleurs au hasard. Et donc si on lance ça, on a du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, toujours du rouge, encore du rouge. Ok, donc là, il y a une erreur de logique qui est en fait que on doit appeler update. Hop. Oui, mais évidemment, elle est dans le main. Ok, c'est pas ça l'erreur de logique apparemment. Donc, voyons. Ah oui, oui, bah oui. Non, l'erreur est dans le fait qu'on utilise toujours le color red ici. Donc ici, on doit appeler color. Voilà. Donc si on relance, là, on a un peu de variété. Il faut pas oublier que ça... Allez, de nombres aléatoires. Donc on n'a pas toujours la même couleur. Ah, des couleurs différentes, je voulais dire. Voilà, là on a nos cercles. Voilà, voilà. Ouf, ça c'est petit. Hein. Enfin bref, donc ça c'est le jeu complet, on va dire, de clic de circle. Donc là, ce qu'on doit avoir vu, c'est la propriété de, je veux dire, la position et tout ça. Alors on peut améliorer. On peut rendre le jeu un peu plus complexe en changeant par exemple le area. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait par exemple déplacer un peu le area 2D. Donc, si je fais par exemple, on va ajouter par exemple un child node. Réfléchissons bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de pas trop. Si je fais un tac, par exemple, si on met je pourrais mettre ça dans un thread. On va tester un truc, donc je vais faire func ready. Et là, on va lancer un thread. Et on va voir comment lui se start instance. Instance, méthode et d'autres trucs. Alors, hop, documentation. L'idée ici, c'est d'animer un peu le nœud parent. Mais on peut avoir des problèmes d'accès aux objets quand on fait ça. Donc on va pas utiliser ça parce que
ça peut faire plus de bugs qu'autre chose. Et puis c'est pas très beginner friendly. Donc on va faire autrement. Tout simplement, on va utiliser un animation player. C'était la première idée. Donc animation player permet de créer des animations. Et une animation, c'est simplement le fait de... C'est comme le tween, c'est d'interpoler plusieurs valeurs de façon coordonnée. Donc ici, on va changer le nœud racine pour que ce soit... Enfin, c'est bien comme ça, ok. Ça veut dire que tout va être exprimé par rapport au nœud racine. On va faire new, on va mettre distort player, donc ça veut dire déranger le player, parce que ça va être vraiment ça le but. Et on va animer ceci, et on va simplement changer le transform. On va mettre par exemple, ou rotation, pourquoi pas. On va mettre 10 degrés, donc ça va aller de 0 à 0. Et ici on va faire je vais faire ça sur 2 secondes. Ici on va aller à 10 et 5. Et rotation on va faire 10. 10 c'est déjà... Donc 10 ici. Voilà. Et pour que ça soit... que ça boucle convenablement, on va remettre 0 ici. Voilà. On va dire auto start et l'animation boucle. Donc maintenant ce qui se passe c'est que si je lance un jeu, on a des cercles qui vont se déplacer. Et ça c'est parce que j'ai changé la transformation du node 2D. Bon évidemment il y a des cas où ça va être un peu chaud. Enfin, je passe, voilà. Voilà. Je parle surtout de ceux-là. Ouais, quand ça devient petit, ça devient... Après, on n'a pas de pénalité pour cliquer 20 000 fois. Donc, voilà. Et plus c'est loin, plus c'est dramatique, évidemment. Ah non, là, il va se remettre à grandir parce que je l'ai loupé. Enfin, voilà. Ah, là, je suis passé au niveau suivant. Enfin, voilà, donc c'est un petit jeu tout simple avec un tout petit changement. Et on peut voir que ça peut changer le gameplay parce que c'est ça. Énormément. Voilà, voilà. Et donc, c'est ce qui conclut ce petit tutoriel de script, de nœuds, des choses comme ça. J'espère que ça montre bien Godot et les scripts et tout ça. Et donc, bon amusement avec votre futur jeu.